On va parler de la résilience physiologique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme dans le monde du sport et de la physiologie. Vous l'avez sûrement entendu dans le domaine, par exemple, de la psychologie. Je crois que c'est Boris Cyrulnik qui en a beaucoup parlé dans ses ouvrages de psychodéveloppement personnel, de la résilience. Il avait fait beaucoup de travaux sur la résilience des enfants suite au parcours de vie difficile, etc. Et ben dans le monde du sport, il y a aussi une forme de résilience, notamment dans les efforts soutenus d'endurance sur de très longues durées. Ça a été observé que ceux qui remportaient les compétitions, en tout cas les meilleurs, c'était pas forcément ceux qui avaient la meilleure VO2 max ou la meilleure VMA, mais plutôt des personnes qui avaient la meilleure résilience physiologique en fait par rapport à tout un tas de symptômes. La problématique, c'est que beaucoup de personnes vont se dire que c'est le mental, donc la douleur. Il faut être capable de résister à la douleur. Si on résiste à la douleur, on peut encaisser les kilomètres, voire les répétitions en musculation. Or, il n'y a pas que ça, notamment dans le monde de l'endurance. Il y a tout un tas de facteurs à connaître. Et par exemple, moi, le mien, je sais que c'est pas forcément le souffle qui va me manquer, c'est la capillarisation sur le bas du corps, c'est-à-dire la capacité de capter du sang oxygéné par les groupes musculaires du bas du corps. Voilà, je le ressens, puisque moi, comme par exemple, je fais des séances de cuisses et tout, ça brûle très très vite, il y a de l'accumulation de déchets, donc si je veux travailler moi personnellement sur ma résilience sur ce domaine-là, il faut que j'augmente la capillarisation, la vascularisation en fait du bas du corps, en faisant, comme je le disais dans un autre cours, beaucoup plus de séries longues, et puis d'entraîner un petit peu plus. En fait, de permettre à mes cuisses de travailler plus longuement en fibre de type 1 et pour pas qu'elle bascule trop vite en fibre de type 2. On verra plus tard pourquoi, mais voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut. Et pourtant, j'ai eu un parcours de vie où j'ai fait beaucoup de sport avec mes jambes, quand je faisais du skate et tout, quand j'étais adolescent, ce qui aurait dû logiquement développer cette fameuse capillarisation. Mais la problématique, c'est que ce genre de sport travaille beaucoup plus les fibres de type 2, puisque c'est que de l'explosif, alors que ce qu'il faudrait plutôt, c'est la capillarisation, c'est surtout sur les fibres de type 1, l'oxygénation et tout, donc plutôt l'endurance. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va développer sa résilience physiologique ensemble. Euh, donc on va voir, il y a à peu près une petite dizaine de pages. C'est pour ça que je l'ai fait sous forme de livret. Vous l'avez en PDF, moi je l'ai mis en livret pour pas avoir trop de feuilles. Et voilà. Donc depuis quelques années, un nouveau concept attire l'attention dans le domaine de l'endurance, la résilience physiologique, aussi appelée durabilité. Il y a une étude de John Kirby de 2025 qui met en lumière à quel point cette notion influence la performance d'endurance au même titre que les piliers plus classiques comme la consommation maximale d'oxygène, VO2 max, l'économie de mouvement et le seuil métabolique, donc les lactates. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les performances de haut niveau, marathon, ultra-trail, cyclisme, triathlon, etc., ne se résument pas seulement à être fort au départ. Il faut désormais tenir compte de la façon dont ces capacités se dégradent avec le temps sous l'effet de la fatigue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez être le meilleur sprinter et le pire marathonien. C'est pas parce que vous êtes capable de courir correctement sur 10 km que vous serez capable de courir correctement sur 42. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on peut avoir une très bonne condition physique pour un 5 ou 10 km, mais après, en fait, on n'est pas suffisamment capable d'encaisser les désagréments physiologiques. Et ceux qui sont capables de maintenir un effort soutenu pendant longtemps, en fait, c'est ça la vraie endurance pour moi. C'est ceux qui sont capables de maintenir une performance en endurance. Mieux comprendre cette résilience permet aux athlètes et entraîneurs de peaufiner la préparation sportive et d'éviter les défaillances en fin de course. C'est pour ça que j'ai fait le cours, c'est pour vous montrer, en fait, pour éclater la problématique. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui va vouloir synthétiser au maximum va vous dire tu manques de résilience, mais c'est quoi la résilience? Comment on approche ça? La résilience, est-ce qu'elle est unique ou est-ce que c'est multifactoriel? Et on va voir que c'est multifactoriel. Et en fonction de là où vous êtes faible, vous pourrez justement activer les bons leviers. C'est un petit peu comme dans tout un tas de domaines. Il y a un mot global et puis après, il y a des sous-catégories qui permettent
de s'aiguiller soi-même et de pouvoir progresser tout simplement. Donc la résilience physiologique est la capacité de l'organisme à résister au déclin fonctionnel, par exemple la baisse de la VO2 max, la hausse du coût énergétique du geste, la perte du seuil lactique, etc. Au fur et à mesure qu'on avance dans un effort prolongé. Donc pour vous faire un exemple plus simple, imaginez deux coureurs ayant la même VO2 max et la même économie de course au départ. Après 2 heures de course soutenue, le premier voit sa VO2 max et son efficacité de course chuter de façon importante, tandis que le deuxième ne perd presque rien. Ce second coureur dispose d'une meilleure résilience car il tient mieux la fatigue au fil du temps. Donc c'est ça en fait. C'est pour ça souvent vous entendez des expressions comme le meilleur c'est pas le plus fort, etc. C'est celui qui est capable de durer dans le temps et tout. Et c'est pareil en musculation. Hein. En musculation, celui qui aura le meilleur physique le meilleur physique, c'est celui qui sera capable de tenir les années. Ça ne veut pas dire le meilleur physique par rapport à son voisin, ça veut dire le meilleur physique pour lui. Il n'aura pas un meilleur physique s'il s'entraîne le plus ardemment pendant 1 an. Il aura le meilleur physique s'il s'entraîne intelligemment pendant 30, 40 ans. C'est ça en fait, la muscu est un sport également d'endurance, même si ça ressemble plus à un sprint parce qu'on fait des poussées intenses et que c'est plutôt les fibres de type 2, c'est de l'endurance au niveau de la pratique. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont commencé la musculation comme moi très tôt dans leur vie, ça a même conditionné un certain état d'esprit de répétition. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre comme je fais une séance de musculation. C'était tous les jours, à 1 heure précise, pendant un temps précis. Et d'ailleurs, si j'étais au milieu d'un paragraphe quand j'étais en train d'écrire et que mon timer sonnait, c'était à peu près 30 à 45 minutes par jour, si ça sonnait à ce moment-là, je terminais. C'était pas, je finissais même pas le paragraphe, je mettais un point sur la fin de la phrase quand même et j'attendais le lendemain pour continuer. Pourquoi en parle-t-on maintenant? Alors, le concept a été popularisé à la suite du projet Breaking 2. Donc, c'est une tentative de Nike, donc la marque Nike, de passer sous les 2 heures au marathon. Les tests en laboratoire montraient que de nombreux marathoniens d'élite possédaient d'excellentes valeurs de VO2 max, mais également d'économie de course, etc. Mais l'athlète le plus performant, donc Eliud Kipchoge, je ne sais pas si je prononce bien, mais vous voyez certainement de qui je veux parler, se distinguait surtout par sa capacité à maintenir ses qualités physiologiques plus longtemps que les autres. Donc ce que je vous disais, lui en fait c'est pas que c'était le meilleur dans tous les domaines, c'était le meilleur en termes de résilience. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes sur l'autoroute avec une bagnole relativement puissante. Donc admettons que vous êtes sur l'autoroute, je vais vous prendre un exemple, j'en ai créé d'autres des exemples par rapport à la voiture dans le cours, mais celui-là est assez parlant. Vous partez, vous avez une Golf GTI, tout le monde connaît à peu près ce qu'une Golf GTI, une voiture sportive moyennement, pour beaucoup de personnes, voilà, c'est une voiture un peu sportive, et vous prenez une Porsche, vous prenez une Porsche Boxster, qui fait pas trop de chevaux non plus, et voilà. Donc vous les mettez les deux sur l'autoroute, à pleine vitesse pendant, je ne sais pas, 1 heure. Et bien peut-être que la Porsche est plus puissante, mais le côté plus pointu de sa motorisation fait que ça sera peut-être sur un long temps à 180-200 km/h, elle va peut-être pas tenir, et donc elle va justement abîmer son moteur, ralentir et tout. Alors que la Golf GTI, je dis une bêtise, parce qu'au niveau des marques, c'est les deux mêmes groupes, donc possiblement c'est les deux mêmes qualités de moteur, mais vous allez arriver. Dans mon exemple, on imagine que la Golf est plus solide, donc même si elle n'est pas plus puissante dans l'absolu, puisque la Porsche l'était, elle va pouvoir tenir plus longtemps parce que son moteur est capable de tenir plus longtemps, parce qu'il y a une meilleure résilience aux frictions, à la chaleur, etc. Et c'est ça en fait qu'il faut voir, c'est que sur 2 individus, c'est pas celui qui est le plus impressionnant en termes de valeur, en termes de pulsation cardiaque, en termes de VO2, qui sera le plus performant. Le plus performant, ce sera celui qui sera capable d'encaisser des gifles sans se vautrer, en fait. C'est ça. Très souvent, dans le monde de la boxe, on dit la même chose. Le but, c'est pas de mettre que des grosses emplâtres, c'est aussi d'être capable d'en encaisser au maximum tout en restant debout. Enfin voilà quoi. Donc comment l'étude a-t-elle été menée? Donc ils ont fait des mesures de base en laboratoire, ils ont testé la VO2, l'économie de course, le coût en oxygène, le seuil métabolique ou seuil lactique. Après ils ont fait un protocole de pré-fatigue dans l'étude. Alors la pré-fatigue c'est pas une série de chauffe avant l'entraînement comme nous on ferait en muscu. Eux ils ont soit fait un effort modeste de cardio pendant 2 heures,
soit ils ont couru de manière intense à 80% de leur VO2 max. Immédiatement après, ils ont réévalué leur puissance critique, donc ou critical power comme ils disent, leur seuil, leur économie de mouvement, etc. Le constat principal, c'est que tous présentaient une baisse des paramètres après 2 heures, mais l'ampleur de cette baisse variait fortement d'un individu à l'autre. Cette variabilité ne s'expliquait pas seulement par la VO2 max de départ, d'où l'émergence de la notion de résilience comme facteur indépendant. C'est pour ça que de plus en plus, alors je sais qu'aujourd'hui la VO2 max est très à la mode, que c'est vraiment le facteur number one de longévité et tout pour beaucoup de personnes. J'ai déjà d'ailleurs fait un cours sur la VO2 max que vous pouvez retrouver, qui intéressera beaucoup d'entre vous, puisque c'est comment augmenter sa VO2 max avec ou sans course à pied. Et donc c'est pas, dans l'absolu, c'est pas faux, c'est-à-dire que d'avoir une bonne VO2, globalement pour la santé, c'est correct, c'est bon signe. Mais quand on parle ensuite de performance, la VO2 max ne fait pas tout. Et la résilience compte bien plus. Et d'ailleurs, dans le monde de la musculation, c'est pareil. Moi, j'avais remarqué, quand je suis avec des partenaires d'entraînement, qu'on pousse des barres et tout, on n'a pas tous la même résilience face à la difficulté. Donc, par exemple, la difficulté, quand on commence à trembler et tout, ben, y en a qui peuvent lâcher. Quand ça commence à brûler sur une série longue, il y en a qui vont tendance à poser parce que la douleur devient insoutenable. Quand le souffle devient trop désagréable sur une série de squats ou autre, il y en a qui vont... Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, vous allez avoir un programme complet sur 8 semaines pour développer votre résilience. Alors résilience, ça veut dire quoi? Ça va être... En fait, quand on va vous appeler pour dire « Viens, tu viens courir avec moi pendant une demi-heure, 1 heure », vous serez capable de dire oui, mais sans problème, parce que vous connaîtrez vos limites exactes, etc. Et enfin voilà, quoi. Et développer cette résilience-là, donc surtout si vous préparez un marathon ou quoi, je vais vous donner toutes les clés, tous les outils et tout ce qu'il faut développer pour faire partie de ceux qui sont capables d'encaisser les kilomètres sans en souffrir. Donc ça, c'est la première chose. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le programme, hein. C'est validé par la science sur des tas de sportifs de très haut niveau. Et je vous parlerai aussi de toute la dimension de la résilience psychologique et quels sont les impacts de certaines méthodes d'entraînement sur la psychologie. Voilà. Donc si vous avez déjà entendu ces mots résilience et tout, et que vous dites c'est bien mignon, mais personne ne détaille concrètement comment faut faire, que ce soit au niveau physique ou psychologique, allez voir le lien qui se retrouve dans la description ou autour de cette vidéo pour accéder à la version longue et du livret complet pour avoir le programme. Voilà. Donc, et puis c'est séance par séance, hein, jour par jour, durant 8 semaines là. Donc voilà. Je vous laisse ici. On se retrouve de l'autre côté pour la version longue.